Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes aujourd'hui avec El Hadj Ibrahima Sall. El Hadj Ibrahima Sall, vous le connaissez, on ne le présente plus aux Sénégalais. Il a été ancien ministre du Plan d'Abdou Diouf. Aujourd'hui, il est le président de la commission d'évaluation et de suivi des programmes et politiques publiques du Sénégal. Monsieur Ibrahima Sall, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Alassane, c'est toujours un honneur d'être devant vous. Depuis que vous avez pris fonction, quelle évaluation peut-on faire de l'évaluation que vous êtes en train de faire? Alors, évaluer l'évaluation, c'est vrai, mais ça fait même partie paradoxalement de notre mission, c'est ce que l'on appelle de la méta-évaluation. Nous pouvons aujourd'hui évaluer notre travail en disant que pour l'instant, nous allons dans la bonne direction, mais on pourrait aller beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est l'environnement de notre État et de notre service public, mais qui n'est pas un environnement propice à la culture de l'évaluation. Et donc nous avons beaucoup de problèmes. Et la première chose qu'on doit faire, c'est d'abord institutionnaliser l'évaluation, ensuite la professionnaliser et enfin diffuser la culture pour que vraiment l'État sénégalais, les services publics et l'administration s'approprient les processus d'évaluation. En termes clairs, vous avez du mal à faire votre travail? Non, en termes clairs, je suis beaucoup plus impatient et je pense que si nous voulons aller dans la direction que le président de la République a fixée aux Sénégalais et au Sénégal, nous devons aller beaucoup plus vite en évaluation et beaucoup plus efficacement et beaucoup plus fort. Oui, votre commission a été créée parce que beaucoup de Sénégalais se plaignent du fait que l'administration sénégalaise est lente dans sa façon de travailler, qu'il demande une réforme en profondeur et que les administrateurs de façon générale, ceux qui sont dans l'administration, sont réfractaires à se faire contrôler, à se faire évaluer. Mais tout à fait, vous êtes en train de dire une vérité de fond. Puisque tout simplement, nous avons pendant 50 années pensé, nous avons eu un modèle, mais de l'État qui était un modèle très idéologique et pas très réel ni très concret. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait tout simplement de penser que tout fonctionnaire est bienveillant et que tous ceux qui répondent et agissent au nom de l'État agissent au nom du bien commun. Et on s'est rendu compte que dans la réalité pratique, c'est le contraire justement. Et qu'il y avait des situations personnelles où les positions de l'État, ou les positions en tout cas de pouvoir, mais dans l'administration, permettaient surtout à certains justement de détourner le pouvoir de l'État à des intérêts privés. Et ça, c'est la réalité de 50 ans de recherche en économie, sur la question de l'asymétrie de l'État, sur la question du contrôle. Jusqu'au point où aujourd'hui, je pense que fondamentalement, les trois missions essentielles de l'État doivent être des missions d'évaluation, des missions de contrôle, des missions de contrôle-inspection et enfin des missions de régulation, parce que tout simplement, il n'y a pas une propension naturelle des uns et des autres à se conduire en conformité avec le bien commun. Ce qui fait que nous avons souvent des dysfonctionnements dans l'État, nous avons un dysfonctionnement dans les services publics, nous avons des problèmes de comportement, de bon comportement au niveau de la fonction publique et nous avons l'État lui-même qui vacille parfois du fait des individus. Et c'est tout cela mais que l'environnement de contrôle et d'évaluation doit remettre en question. Et vous avez raison, Alassane, sur un point extrêmement important, puisqu'il ne s'agit pas de faire l'évaluation de politique publique et de programmes publics pour l'évaluation, il s'agit surtout, comme le disait dans la 11e thèse de Feuerbach-Marx, il s'agit de transformer justement l'administration, l'État et les services publics. Donc si on n'a pas aujourd'hui une évaluation transformatrice ou une évaluation avec un projet de transformation de l'action publique et de l'action ministérielle, ça ne servira absolument pas à grand-chose. Et c'est un peu ce que nous voulons instituer dans notre démarche aujourd'hui, parce que la commission d'évaluation des politiques publiques veut non seulement évaluer, faire des recommandations,
mais mettre en place des projets de transformation ministérielle de l'action publique qui permettront aux institutions qui sont elles-mêmes évaluées de mettre en place des projets de transformation pour changer l'action publique, puisque aujourd'hui, ce dont il faut se rendre compte, c'est que nous, depuis notre indépendance, nous assistons à une dérive continue de l'État et une sorte de confiscation de l'État par une certaine élite administrative. Et il faut mettre fin à ça. Parce que tout simplement, on ne peut pas concevoir que ceux qui sont censés servir l'État se retournent contre les populations, comme dans ce que on appelle la maladie auto-immune, où le système immunitaire lui-même se retourne contre l'organisme, mais qu'il est censé défendre. Aujourd'hui, il n'y a pas de contradiction dans cette politique. Le président qui veut que l'administration soit réformée, qu'elle soit beaucoup plus rapide dans sa façon de travailler, en même temps en nommant des administrateurs dans certaines postes de responsabilité qui sont des politiciens qui font de la politique. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans ça qu'il faut que la politisation de l'administration sénégalaise fait le lit de son inefficacité? Disons que, mais c'est un élément de diagnostic très important et c'est une hypothèse de travail très intéressante. Puisque effectivement, à administration égale, les administrations non politisées ont plus de chances d'être efficaces mais que les administrations qui sont politisées. Pour la simple raison que, pour deux raisons fondamentales. C'est que quand on politise une administration, vous avez une dispersion des objectifs et les personnes même qui sont à la tête de ces administrations peuvent être amenées à faire passer des objectifs politiques plutôt que des objectifs opérationnels. Ça, c'est évident et c'est universel et c'est partout dans le monde. La deuxième chose aussi, c'est que quand vous voulez transformer positivement une administration alors qu'elle est politisée, vous avez plus de difficultés. Et d'autant que la fréquence des élections ou le cycle des élections dans les démocraties modernes que nous avons nous pousse à avoir moins de force pour réformer à l'approche des élections. Donc, mais c'est deux questions qui sont intéressantes, mais je pense que le plus important aujourd'hui, c'est de faire en sorte de développer une culture de l'effort, du mérite, de l'excellence dans l'administration et de mettre en place des procédures et des règles, mais qui font que les dirigeants des administrations soient le moins politisés possible aujourd'hui. J'entends d'ailleurs, j'ai vu dans la presse d'aujourd'hui que le président de la République était en train d'aller dans cette direction en fonction du dans le cas de la nomination des recteurs, qui désormais feront l'objet d'un appel d'offres. Et je trouve ça une chose excellente. Et plus cette démarche se généralisera dans l'administration, plus nous aurons la chance de nous en sortir et d'avoir vraiment des services publics, une administration, une fonction publique digne de ce nom. Est-ce qu'il ne faut pas aller beaucoup plus loin que ça? Parce que beaucoup estimaient qu'aujourd'hui, avec les assises nationales, il y a des postes pour lesquels il faudrait faire ce qu'on appelle l'appel à candidature. Par exemple, le poste du directeur des impôts et domaines, de recettes fiscales, les postes à enjeux financiers, où on aurait pu mettre là-bas des gens où il y a appel à candidature, où toutes les compétences sénégalaises auraient pu venir chercher ces postes et travailler de façon beaucoup plus efficace et neutre. Disons que ce que vous dites n'est pas faux, mais je voudrais relativiser un peu. Quand on lance un principe comme ça, comme le principe d'appel à candidature, il faut que ce principe soit un principe général et généralisé. Il n'y a pas le poste de directeur des impôts, il n'y a pas un autre poste. Donc je pense qu'il faudrait dire une règle du type, tous les directeurs nationaux feront l'objet, toutes les directions nationales feront l'objet d'un appel d'offres. Et comme ça, tous les Sénégalais participent. Moi, je me souviens, et ça, ce n'est pas une pratique quand même commune dans notre pays, j'ai été la seule personne depuis l'indépendance du Sénégal à être nommée par appel d'offres international, appel à candidature, quand j'ai été nommé directeur général de l'IPRES. Donc c'était un appel d'offres international qui a été lancé pour la première fois dans l'histoire du pays et j'en suis sorti directeur général. Mais c'est pour vous dire que ça, c'est le début du problème, mais ce n'est pas la fin. Quand vous y êtes et quand vous avez envie de travailler, il faut que les conditions y soient pour qu'on vous laisse travailler. Parce que vous pouvez venir d'une procédure d'appel d'offres et après être empêché dans vos moindres mouvements, comme ça s'est passé dans mon cas. Avec les syndicats. Mais avec les syndicats, avec tout un ensemble de choses. Donc je pense que ça, c'est un point important. Mais deuxièmement, mais vous soulevez un autre point
sur lesquels je voudrais quand même vous dire ma réaction, c'est sur les postes, sur les centres de décision qui ont des valeurs financières et monétaires. Voilà, comme la direction des impôts et domaines, comme une autre direction, ainsi de suite. Et je pense que pour tous ces postes, ce qu'il faudrait, c'est en plus du principe d'appel d'offres à candidature, je pense que c'est de renforcer le contrôle et l'évaluation systématiquement sur ces postes de direction. Et dans le cadre d'une politique de lutte contre la corruption, je pense qu'il faut être très exigeant et très intransigeant sur des postes où on peut faire de l'argent. Puisque quand même, aujourd'hui, je me demande, sur les régies financières par exemple, moi je suis surpris qu'il n'y ait aucune proposition de réforme. Aussi bien de la part de la majorité que de la part de l'opposition. Je ne vois aucune. Et pourtant, tous, ils viennent des régies financières. Vous avez des chefs d'opposition qui viennent des impôts et domaines, mais ils ne vous parleront jamais de la réforme des impôts et domaines. Ils ne vous parleront jamais de la lutte contre la corruption dans ces instances. Or, pour moi, ça me paraît essentiel et il faudrait pour tous ces postes-là dépolitiser et puis essayer, une fois qu'on a dépolitisé, de mettre en place des principes de concurrence, rendre les postes contestables et mettre du contrôle, mettre de l'évaluation, mettre de l'inspection, mais de façon rigoureuse. Vous avez soulevé une question importante, c'est cette sorte de consensus de la classe politique sénégalaise entre pouvoir et opposition sur les questions de fond, la corruption, la question de la redevabilité, où ils semblent s'entendre eux tous pour ne pas faire le travail qu'ils doivent faire. On a l'impression qu'il y a une sorte de vase communicant, que ceux qui étaient hier dans l'opposition sont au pouvoir, vice-versa, et que les questions de fond, ils ne les touchent pas, ils s'entendent autour de ça comme des larrons en foire. Aujourd'hui, moi, ce que je regarde, quand j'observe la classe politique, j'observe une classe politique qui est dans une sorte de consensus paralysant. Consensus paralysant à ne pas aborder les questions de fond. Aujourd'hui, sorti des accusations de M. Untel a fait tel, je ne vois pas vraiment aucune proposition sérieuse de réforme ou sur la lutte contre la corruption. Par exemple, sur les questions foncières et sur les questions des impôts et domaines, il n'y a aucune proposition. Et pourtant, on ne peut pas dire que c'est un secteur qu'ignore aujourd'hui les gens qui sont dans l'opposition et qui ont envie de proposer des alternatives. Le foncier est un levier d'enrichissement de beaucoup d'entre eux. Le d'entre foncier est un levier d'enrichissement et on se demande jusqu'à présent si les uns et les autres ne continuent pas mais de les utiliser, mais pour les mêmes fins. Donc pour moi, la question, c'est une question sur les vrais débats. Et les vrais débats sur la lutte contre la corruption, les vrais débats sur la transparence, les vrais débats sur l'excellence. Mais malheureusement, on est dans un pays où la philosophie générale, c'est « ôte-toi que je m'y mette » et que toutes les choses continuent à se répéter. Et c'est la raison pour laquelle, sur certaines questions, depuis 60, on n'avance pas, on piétine, parce que tout simplement, c'est une substitution de personnages et avec une dénonciation, une politique intuitive personnelle. Et je pense que ce n'est pas ça qui fait avancer le Sénégal. On a besoin d'un vrai débat sur l'économie de confiance. On a besoin d'un vrai débat sur un État réformé. On a besoin d'un vrai débat sur une société de confiance. On a besoin d'un vrai débat sur une démocratie de confiance. Et ça, c'est des processus contrôlés, autocontrôlés. On a besoin de constituer des contre-pouvoirs à tous les niveaux de la société, à tous les niveaux de l'économie. Et je pense qu'aujourd'hui, la classe politique n'est pas prête pour ça. Et le débat est extrêmement pauvre et on en est à se disputer le 23 juin, qui était là, qui n'était pas là, alors que ce n'est pas la question du fond. Justement, le 23 juin est une date symbolique qui a montré qu'aujourd'hui, ce 23 juin qu'on vient de vivre, une sorte de société manichéenne où il y a le mal et le bien. Et on a vu qu'à travers le 23 juin, les débats de fond ne sont pas posés. On pose plutôt les débats de auto-agébébête, des batailles autour de mandats. Mais le fond de la réforme fondamentale de la société sénégalaise, la lutte contre la corruption, comment les populations à la base pour profiter de l'État, comment l'État doit accompagner les Sénégalais dans leur vivre au plus profond du Sénégal, on n'entend pas ces questions-là. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Aujourd'hui, il y a un déficit énorme en termes de projets politiques. Il y a un déficit énorme sur les grandes questions, mais de l'éducation, sur les questions de l'autorité de l'État, sur les questions de discipline.
sur les questions de culture. Donc, moi, je pense que depuis plusieurs années, on est en train de divertir le pays, la nation, sur des fausses questions. Et c'est la même chose, mais sur le troisième mandat. Le troisième mandat, on en discutera au moment où ce sera opportun et le peuple sénégalais me choisira. Aujourd'hui, on ne peut plus imposer des élections et le peuple sénégalais choisira toujours qui il veut à la tête de ce pays. Et donc, on ne va pas faire des manifestations tous les dimanches, tous les samedis, et de ne pas parler de la corruption dans le foncier, de ne pas parler de la corruption dans certaines régies financières de l'État, de ne pas parler de ça et de cela. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il nous faut avoir le courage d'interroger notre État, notre devenir, et de nous poser les vraies questions. Même sur les ressources naturelles, il faut poser les vraies questions. Se demander, est-ce que le Sénégal, on va continuer aujourd'hui à continuer à creuser, à faire de la prospection? Est-ce que le portefeuille de découverte qu'on a actuellement ne suffit pas pour faire l'objet d'une attention, d'une concentration et d'une gouvernance conforme aux intérêts du Sénégal? Est-ce qu'on va, comme l'opposition, comme la majorité, continuer à courir derrière des sociétés multinationales et chacun étant, je ne sais pas, incité ou encouragé par une société qui est derrière, à vouloir passer, remettre en question des permis, les passer de Jean à Jacques? Il faut arrêter tout ça, faire un moratoire et se poser les véritables questions sur les enjeux sur les ressources naturelles, les enjeux sur la culture, l'enjeu sur l'éducation, sur la famille, et puis, mais sur l'ordre républicain, parce que quand même, on a assisté à des événements qui sont extrêmement malheureux. Cette histoire de Nervi, on en parle et il faut se poser beaucoup de questions et de savoir si les gens qui se sont mis à brûler les maisons le 5 mars, si ce n'était pas des méga nervis. Donc, il y a tous ces types de questions. Mais malheureusement, le débat politique dans notre pays est très partisan. Quand on est d'un côté, on applaudit, quel que soit X, et quand on tourne le dos à un côté, on hue quel que soit X, et je pense que c'est ça qu'il faut abandonner. On est arrivé à perdre aujourd'hui le bon sens dans l'analyse des problèmes politiques du Sénégal, et je trouve ça que c'est vraiment dommage. Est-ce que ces questions essentielles qui sont éludées aujourd'hui au Sénégal n'est pas quelque part la faillite de la société civile de façon holistique? Quand je dis société civile, je parle des intellectuels, je parle de société civile citoyenne, je parle même des médias qui ont échoué dans leur façon de poser le débat dans ce pays, qui fait qu'aujourd'hui, qu'on est dans le superficiel, qu'on ne va pas à l'essentiel, et que les questions essentielles d'ailleurs dérangent beaucoup de gens, et que beaucoup de Sénégalais n'aiment pas ces questions essentielles, préfèrent du folklore. Alors, la première chose, le premier élément de remarque, c'est-à-dire, c'est les élites. Les élites aujourd'hui sont dans une situation particulière. Pourquoi? Elles ne se taisent pas parce qu'elles ne veulent pas parler, elles se taisent parce qu'elles ont peur. Peur de quoi? Les élites ont peur de la violence. Se faire insulter? Ils ont peur de se faire insulter. Mais pourquoi? Ils ont peur de la violence. Mais parce que quand vous allez jusqu'à ce que l'autorité de l'État soit remise en question au point qu'on mette le feu dans les maisons des gens, vous comprenez que les uns et les autres se taisent et restent dans leur coin. Et c'est très intéressant ce point de vue-là, parce que je lisais il y a quelques jours un texte d'un philosophe sur la révolution, et il disait que l'une des conditions essentielles de la révolution, c'est que le peuple lui-même protège l'élite et protège sa liberté de penser. Puisque sans cette liberté de penser, il n'y a pas de changement possible. Et ça me paraît important. Et malheureusement, au Sénégal, nous sommes en train de vivre le phénomène inverse, où ceux qui savent se taisent, ou ont peur de parler, et c'est ceux qui ne savent pas qui dictent leurs paroles, ou en tout cas leur violence, on reste de là. Est-ce qu'il n'est pas temps justement que ceux qui savent s'organisent pour prendre la parole et pouvoir se défendre, pour défendre leur point de vue? Mais c'est une façon extrêmement importante de poser le problème, mais encore une fois, dans cette défense-là, les médias jouent un rôle capital. Il appartient aux médias et ceux qui font l'opinion publique d'avoir même le courage. Aujourd'hui, la question que je soulève pour les élites se pose de la même façon que les médias. Quand on se met à mettre le feu sur des voitures de journalistes, quand on se met à brûler des radios et des stations de télévision, c'est extrêmement grave par des hommes politiques que tout le monde connaît, identifie et que personne n'ose désigner du doigt. Et ça pose un problème mais fondamental, mais de responsabilité collective. Et moi, ce que je dis sur tout ça, c'est que l'injustice est à combattre partout où il est,
Mais il y a pire que l'injustice dans une nation, mais c'est le désordre. Parce que quand le désordre s'installe, tout est permis et chacun peut aller chez qui il veut, lui pointer un revolver sur la tempe et lui demander de sortir de chez lui. Et aujourd'hui, il faut prier pour que le Sénégal ne bascule pas à ce niveau-là. Mais la défiance vis-à-vis de l'autorité de l'État, vis-à-vis de l'autorité des instituteurs, des enseignants, vis-à-vis des défiances vis-à-vis des parents, m'inquiète au plus haut niveau et tout ça préfigure de processus de socialisation qui vont voler en l'air et qui vont laisser la place qu'à la violence. Mais il y avait dans ce pays une question fondamentale sur laquelle il y avait un fort consensus, c'est de protéger les forces armées. Oui. Qu'ils soient de la défense, de sécurité, il y avait un respect vis-à-vis d'eux. Mais aujourd'hui, quand on jette la gendarmerie, on jette les militaires dans la vindicte populaire, qu'on les attaque sur les réseaux sociaux, qu'on insulte les gens parce qu'ils ne sont pas d'accord avec toi, ou bien qu'ils n'ont pas pris une décision, qui aurait plus gens au pôle, est-ce qu'on n'a pas franchi le Rubicon? Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller dans une situation où aujourd'hui, il sera incontrôlable pour tous les Sénégalais? Moi, je suis tout à fait clair. On a franchi le Rubicon, malheureusement, au Sénégal. Parce que quand vous regardez ce qui s'est passé avec les forces de l'ordre, moi j'ai vu un garçon prendre une brique et la jeter sur la tempe d'un gendarme ou d'un policier. Et les images sont encore en train de défiler sous mes yeux. Ceci est inadmissible. On a vu des garçons se lever, prendre des pierres, prendre des fusils pour certains et tirer sur des forces de l'ordre. C'est inadmissible. Jusqu'à l'affaire du capitaine Touré? Jusqu'à l'affaire du capitaine Touré, et qui aujourd'hui est une affaire extrêmement grave. Quand un officier de police judiciaire ne peut pas observer la neutralité entre des parties qui viennent devant la justice, quand un officier de police judiciaire se permet de communiquer des dossiers, et même quand vous lisez le PV, vous vous rendez compte que le PV est tellement mal fait qu'il est fait pour disculper tout le monde et pour que cette affaire soit sans suite. Et quand vous voyez toutes ces choses-là, et qu'un gendarme prenne le large pour aller se réfugier dans une ville religieuse pour parler, et qu'il se mette à participer à des radiocrochets, et justement, quand vous faites de l'instruction militaire, et quand vous êtes élevé sous les armes comme moi, il y a ce que l'on appelle les 7 fautes purement militaires. On vous l'apprend en instruction militaire, c'est la 2e ou 3e leçon. Et parmi les 7 fautes purement militaires, il y a ce que l'on appelle participation à des radiocrochets. Ça veut dire qu'un militaire ne peut pas, sous quelque raison que ce soit, participer à des séries de Warsakhelat. C'est ce qu'on appelle des radiocrochets. Est-ce que justement, c'est pas la faute de l'État dans le choix des gens qui doivent être dans les corps militaires? Bon, alors, parce que si aujourd'hui on choisit les gens n'importe comment, on les choisit en fonction de leur une enquête de moralité pour savoir qui doit le faire, on affaisse l'institution. Non, mais vous avez parfaitement raison. Et surtout dans ce cas-là, ce que la hiérarchie militaire a dit de ce capitaine-là est suffisant d'abord pour le radier. La deuxième chose, moi, je me suis posé la question, quand j'ai vu le PV, au début des histoires, avant même qu'une commission d'enquête ne statue sur l'affaire, je me suis dit, mais comment, bon sang, on a pu laisser dans la gendarmerie une personne avec ce profil-là, avec ce comportement-là, arriver au grade de capitaine? Mais un officier, c'est sacré, Alassane. Il y a un manuel de l'officier que vous trouvez à la War College aux États-Unis, mais le statut d'officier est plus sacré que le statut du président de la République. Parce que c'est la seule personne qui, dans son contrat de travail, a quelque chose qui va jusqu'au sacrifice suprême, jusqu'à la mort. Un officier, ce n'est pas n'importe qui. Un officier, ce n'est pas quelqu'un qui mélange tout. Or, aujourd'hui, dans le cadre de l'affaissement de nos institutions, malheureusement, on a des officiers qui n'ont pas de comportement de soldats de deuxième classe. Et il arrive qu'on ait des hommes politiques, des ministres, des premiers ministres, mais qui n'ont pas le statut mais de fonctionnaires basiques. Parce que tout simplement, le secret professionnel, le devoir de réserve, même le directeur de cabinet ou le directeur national qui sort d'un ministère
pendant 5 ans, ne peut même pas évoquer le dossier qui Mais a est-ce que traité. justement c'est ça Et aujourd'hui, l'impérieuse nécessité aujourd'hui de réformer l'État en profondeur, de revenir aux fondamentaux de oui, l'État du Sénégal? mais justement, L'État a été affaissé, a mais été saboté mais tout par à fait. ceux-là même qui le dirigent. On est dans un pays où aujourd'hui, malheureusement, vous êtes mes premiers ministres pendant 8 ans ou ministres pendant 8 ans, on vous sort le lendemain, vous créez un parti, mais le 3e jour, vous évoquez des dossiers que vous traitez. Ça, c'est d'une culture extrêmement grave. En réalité, notre pays et notre administration s'est affaissée depuis 2000. Et la tragédie du Sénégal, c'est que les acteurs politiques d'aujourd'hui n'ont connu que la période post-2000. Il y en a très peu qui connaissent l'état de Diouf, l'état de Senghor, où il y avait des choses normées et des choses mais qui allaient dans une direction. Tout a été désorganisé à partir de 2000 et nous avons des gens qui sont nés dans ce climat-là et qui ont fait leur apprentissage dans ce climat. Mais Macky Sall a été élu pour faire ces changements-là, pour rapport de réforme. Mais tout pour justement ne plus connaître ça. Mais apparemment, le travail ne se fait pas. Mais c'est sa responsabilité, puisqu'il est la clé de voûte des institutions, et c'est sa responsabilité de le faire. C'est sa responsabilité de restaurer l'autorité de l'État, et c'est sa responsabilité de restaurer l'ordre et la discipline, et c'est sa responsabilité de veiller à la protection des personnes et des biens. C'est pourquoi, moi, en tout cas, de mon point de vue, j'ai toujours approuvé de façon claire et nette toutes les actions qui tendaient à faire de l'État un État fort, qui impose sa loi et qui ne se laisse pas dicter par certains groupes ou bien par certaines forces occultes, mais qui veulent un peu déstabiliser notre pays. Je trouve qu'il faut être très ferme sur ces questions-là et ne pas faire de concessions dessus. Ceci étant, vous avez évoqué la question du mandat du président de la République. Je pense qu'il y a plusieurs aspects qui jouent. Et aujourd'hui, plus j'avance dans le temps, plus j'essaie d'observer pour essayer de comprendre. Mais il faut comprendre déjà que la société sénégalaise est très complexe. Et la société sénégalaise, aujourd'hui, elle n'est pas une société pro-réforme. Elle est une société laxiste. Nous n'aimons pas la rigueur, nous n'aimons pas la vigueur. Et il suffit de la moindre initiative pour mettre de l'ordre, mais pour voir les uns et les autres s'agglutiner autour de vous, mais pour vous demander d'arrêter. Moi, je pense qu'il faut rester ferme sur ces questions-là, puisque ces questions-là vont engager notre avenir, et il faut que l'État reste ferme sur l'ordre et la discipline, et sur l'exemplarité. Elhadji Ibrahima Sall, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV à Question Directe. Je vous rappelle que vous êtes le président de la commission d'évaluation et de suivi des politiques et programmes publics de l'État du Sénégal. Que nous parlons avec vous des questions d'actualité, surtout de l'État du Sénégal, des questions de fond, comment aujourd'hui l'État sénégalais doit revenir avec les fondamentaux pour que le pays soit encore un pays solide. Merci à tous ceux qui m'ont accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.